dans l'audio précédente, dissonance psychologique, tu as parlé d'enfants illégitimes pour désigner un enfant issu de castes ou de races différentes. Alors, quelqu'un qui débarque sans avoir entendu ce qui a été dit, il va trouver des propos réacs, mais bon. Donc, je disais que quand on parle d'enfants illégitimes en Occident, c'est compris comme le fruit d'une union extra-conjugale, quoi. Tu vois? Oui, je comprends bien, d'ailleurs, c'est assez juste, mais là, en l'occurrence, dans le monde traditionnel, quand les choses se passent dans la norme, on pourrait dire déjà les couples sont choisis par rapport justement à des positions identiques sur le plan de la caste, c'est-à-dire sur leur degré, leurs états. C'est pas, tu vois, comme pour en venir à la tradition de l'Inde, les brahmanes se marient entre eux, les kshatriyas entre eux, etc. On ne fait pas de mélange de castes pour éviter justement ces incompatibilités congénitales qui sont là, qui créent ces dissonances psychologiques. Bon, ça on a compris. Voilà. Donc c'est ça, en quelque sorte, l'enfant illégitime, c'est celui qui est né, qui est issu de parents qui sont, eux, avec cet écart de plus ou moins grand entre une caste et une autre. Donc voilà. Ça n'a pas du tout la même signification qu'en Occident. C'est pas du tout, c'est qu'en Occident, ou actuellement peut-être même d'ailleurs dans bien des pays, on ne tient plus compte vraiment de ces castes, on ne tient compte que de la légitimité sur le plan légal, par rapport d'ailleurs à une tradition, par rapport à une législation profane. Ce côté extra-conjugal, il est en rapport avec le fait que quelqu'un soit marié ou pas, justement, avec la personne en question. Mais là, en l'occurrence, quand je parle de cette impureté, ça ne veut pas dire qu'il est légitime de faire des enfants en dehors du mariage, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que comme le mariage est quelque chose qui a été fait en rapport direct avec cette connaissance des castes, donc il n'y a pas de problème là. Mais si on marie deux personnages qui eux sont des personnages, sont dans des états différents, c'est-à-dire donc qui font partie de castes différentes, on fait des enfants illégitimes. Oui, disons que ça allait de soi qu'un enfant était issu d'une relation. Voilà, c'est toujours dans la norme des choses. Alors on peut plus discuter à présent de ce qui se produit. On est dans l'illégitime, on est dans l'illicite le plus total. On est tout au niveau légal, mais ça ne signifie plus rien du tout. Même d'ailleurs dans le monde arabe où le mariage a une importance bien précise, où les rites sont encore faits selon des règles, tout est juste, mais après, on ne tenant plus compte des races, on peut marier des personnages qui se retrouvent en contradiction sur le plan essentiel, ce qui veut dire que les enfants qui naissent de là, c'est des enfants qui sont dans un marasme. C'est difficile quand même, parce que bon, c'est plutôt au niveau des classes sociales qu'il y a une certaine fermeté dans le monde musulman actuellement. Faut qu'une femme elle trouve un mari qui est dans une certaine classe sociale élevée. Oui, ben justement, donc c'est l'inversion. Oui, tout à fait. La classe sociale n'a rien à voir avec la caste. Oui, tout à fait. Alors, il y a un terme qui m'écorche un peu l'oreille, c'est impur. D'être issu d'une relation comme ça, on devient un enfant impur. C'est un peu dur à entendre, quoi, tu vois. Un enfant impur, c'est qu'il est né, justement, avec cet écart qui crée justement ces dissonances psychologiques. Alors l'impureté consiste à être ces dissonances psychologiques. Il ne faut pas en faire un aspect sentimental. Oui. Il n'est pas homogène, il est disparate par la force des choses. Donc il ne sait pas exactement. C'est d'ailleurs ce qui se produit chez la majorité de nos concitoyens actuels, c'est cette recherche constamment de se remettre en question sur je ne sais pas quoi. C'est quoi? C'est justement un manque d'homogénéité totale. D'accord. Voilà. C'est la même différence qu'on pourrait faire entre les couleurs fondamentales et les couleurs secondaires, on peut dire. Je verrais pas ça tout à fait. On peut toujours y trouver un symbolique, mais je veux dire là en l'occurrence, voilà, c'est surtout ce côté
ce marasme. Et d'ailleurs, la société moderne, elle est dans cette position-là. Parce qu'en quelque sorte, la position de l'homme moderne, de cette société moderne, on peut dire que la société dans son ensemble est hors caste, dans le sens du paria de l'Inde. Tu vois? Oui, oui. Parce qu'elle a perdu ce caractère d'homogénéité et sa tendance elle a une tendance à réaliser toujours les possibilités qui sont exclues par les autres hommes. C'est-à-dire que cette société actuelle, moderne, elle se repaît de ce que les autres ont abandonné et laissé de côté. D'accord. Voilà, c'est une tendance à la transgression en quelque sorte. C'est trouver une satisfaction dans ce que les autres rejettent. Et les traditions ont rejeté toutes ces considérations dans lesquelles on évolue actuellement dans le monde moderne et qui satisfont le monde moderne et qui sont, disons, la carotte pour faire avancer le prétendu progrès dans le monde moderne. Eh bien, c'est des choses qui ont été rejetées par les hommes de tradition. Voilà. D'accord. Pour en revenir à mes couleurs, là, il y a de très jolies couleurs secondaires. Hein. Oui, mais je pense pas qu'il faut faire un rapport avec ça. Bah, tu parles de pureté. Alors, oui, mais la pureté, à un moment donné, une couleur peut être ce qu'elle est et rester pure, même si elle est un mélange de couleurs. Ça signifie pas que c'est un mélange fondamental, essentiel sur quelque chose. C'est un symbole. Mais une couleur peut rester belle et pure. C'est pas ça, si on la prend séparément. À présent, pour voir le mélange de certaines couleurs, ce que ça peut donner aussi. Oui, oui, d'accord. Bah, oui. Surtout si on veut représenter suivant quoi. On ne peut pas faire des comparaisons qui n'ont pas, disons, sont pas sur le même niveau quand même. Oui. Ou alors qui ne sont pas en rapport les uns les autres. Oui. C'est sûr. Voilà. Un symbole, il doit être relié à ce qu'il symbolise. Autrement, ça ne joue plus. Alors on pourra faire un rapport de couleurs. Si on veut s'occuper d'ailleurs des races, où la couleur là se retrouve être signifiée directement, là on pourra très bien trouver les différences qu'il peut y avoir, qui ne sont pas déterminées par les couleurs, mais où les couleurs ont un rôle qui est à jouer. Dans le domaine des castes, on n'est plus dans cet aspect-là, puisqu'on est dans l'esprit même. D'accord. Ok. Et alors, bon, à notre niveau, puisque de toute manière l'humanité en est là où elle en est, c'est-à-dire c'est une grande dilution, on va dire, il n'y a plus de possibilité de faire un retour en arrière là. Non. C'est fini. Oui, là, on est obligé de vivre ça. Ça fait partie, en quelque sorte, de la destinée de l'humanité, et il faut vivre ça. Par contre, on est en droit de pouvoir savoir ces choses-là, de manière à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, encore une fois de plus. Et de se poser les mille et une questions qui nourrissent les psychologues de tous bords, qui ne résolvent de toute façon rien, mais qui sont là pour finalement parasiter un peu toutes ces choses-là en apparence, c'est un peu des emplantes sur une jambe de bois. On peut dire que ces mélanges entre des races et des castes qui ne sont pas miscibles entre elles ont créé au niveau, c'est plutôt au niveau du comportement de l'homme que ça a créé des dégâts, parce qu'au niveau physique et tout va bien, je trouve. Oui, en principe, bien sûr, c'est vrai, sur le plan, mais il y a un aspect qui n'est pas atteint nécessairement par ça. C'est toujours au détriment de quelque chose d'autre. Alors après, il faut rester, pour voir l'ordre hiérarchique des choses. Oui, oui, c'est sûr. Alors ces mélanges, par exemple en Brahman, c'est un personnage c'est le vrai intellectuel. Quand on parle d'un intellectuel, chez nous on parle d'un intellectuel qui est en fait un intello, qui enregistre, qui mémorise une multitude de choses, qui cherche les poux parmi la paille plus ou moins, qui est plus ou moins attentif, assis à l'âme, enfin il perd de vue un ensemble. Le Brahman, c'est l'intellectuel contemplatif. Chez eux, c'est le sacerdotal, justement. C'est l'immuable. Ouais, d'accord. Voilà, c'est le transcendant qui est réel pour lui. En fait, moi je conçois bien cette position
où, des fois, je ressens, moi, je sais pas parce que je suis un brahman, mais je dis, j'arrive à très bien ressentir que ce que les gens appellent concret, pour moi, c'est abstrait, et inversement. Voilà. Donc, en l'occurrence, ce que je sais, c'est qu'un brahman, pour lui, le transcendant, c'est ça qui est réel. Voilà. Un brahman, il croit ni à la vie, ni à la terre, ni à tout ce tralala. Lui, il est dans cette transcendance qui fait que les choses sont ce qu'elles sont, mais elles ne peuvent pas être ce qu'elles sont, ce qu'elles sont, disons, mais que le reflet d'une réalité qui transcende tout ça. Alors, et c'est ça qui est visible pour lui. Et c'est ce qu'il voit à travers toute chose. Alors ça, c'est le brahman de la société traditionnelle. Traditionnelle, voilà. Qu'est devenu le brahman moderne, alors? Bon, je ne sais pas, il n'y a pas de brahman moderne et de brahman ancien, il n'y a pas de possibilité. Un brahman, il est un brahman, ou alors il n'a plus que le titre, et il a perdu pied par rapport à la position dans laquelle il est. Ce que je veux dire, c'est quel rôle joue-t-il dans la société moderne, le brahman? Je ne sais pas. T'as pas été en Inde, toi? Oui, mais je ne sais pas. Le rôle dans la société moderne. Bah oui, quel rôle joue-t-il actuellement? Il n'y a pas de rôle de caste dans une société comme la société moderne. La société moderne ne peut pas être comparée à une civilisation traditionnelle, puisque s'il s'agit d'une anomalie, c'est une monstruosité, la société moderne. La société moderne en Inde, plus qu'ailleurs, côtoie la société occidentale, puisque... Oui, mais la société moderne, c'est-à-dire le monde moderne, n'est pas une société ou une civilisation. Il faut, par rapport toujours à cette connaissance de cas, on va rester dans le cadre traditionnel, autrement on saute du coq à l'âne. Alors en restant dans le cadre traditionnel, il ne s'agit pas d'une civilisation et d'une société, il s'agit d'une monstruosité, donc d'une tumeur. D'accord. Alors c'est inutile de me demander ce que peut faire, le rôle que peut jouer, disons, un brahman là-dedans. Il n'y a plus de brahman à partir de là. On n'en parle plus. On est dans un autre monde. Oui, j'entends bien, mais il n'y a plus de brahman tel qu'il doit être. Mais il y a toujours des brahmanes, il y a toujours des parias en Inde. Non, il n'y a plus que le mot, mais c'est comme il y a des chrétiens ici, il y a des... Voilà. J'entends, ce n'est plus des noms, c'est des noms qui sont vides. Ils ont perdu leur sens, qui ont perdu toute signification en réalité, et où les personnages ne sont plus du tout dans le rôle qu'ils doivent jouer. On a aussi des chefs d'État, on a donc des gens qui sont des rois, mais ça a quelle signification? Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est normalement, et puis ça joue ce rôle, c'est des erdates. C'est de nouveau, comme j'en ai déjà parlé, c'est un peu grossier peut-être, mais c'est la poupée gonflable, donc voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais entendre, d'accord. Et si ça se trouve, ces brahmanes détiennent le monde industriel en Inde, hein, c'est eux qui font tourner... Mais un vrai brahman, même actuellement, s'il est là-bas dans ce monde social, il reste un vrai brahman, parce qu'il y a quelque chose en lui où il reste étranger au changement, puis à la matière. C'est pas son rôle, c'est pas sa tasse de thé, donc il est là au milieu de tout ça, et il a une vie plutôt imaginative, et en réalité, il est toujours accroché beaucoup plus près et en rapport avec des principes qui, eux, sont totalement immuables. Et comment on les appelle, ces saints errants, là Les sannyasines. Voilà, les sannyasines, seraient-ils les seuls à avoir gardé une certaine intégrité? Non, non. Le sannyasine, c'est de nouveau, c'est un personnage qui a quitté la caste en question à laquelle il appartenait, parce qu'il est, lui, en direct, il est sur la route, il est en train de chercher Dieu, et il va accomplir les choses qu'en rapport à sa volonté. Donc il est hors course sur le plan social, où il ne va pas jouer un rôle sacerdotal, ni royal, ni de rien de tout ça. Il mendie sa nourriture et il est sorti du troupeau. Oui. Le sannyasine, c'est un état. Alors après, qui est juste et faux individuellement, actuellement, moi je faut voir cas par cas. Oui. C'est tout, mais le sannyasine, évidemment qu'il est hors des considérations d'ordre social,
puisqu'il s'adonne uniquement à Dieu. C'est comme quelqu'un ici qui se retire de toute la circulation pour aller se mettre en prière dans un monastère. Oui, oui, oui. Voilà. D'accord. Pour en venir, disons, au brahman, il est étranger au changement et à la matière. Voilà. Et pour lui, tout ce qui peut être l'obscurcissement et tout ça, il peut le subir dans une mesure, et j'entends, lui, il est centré, en quelque sorte, sur ce qui transcende le tout. L'immuable et le transcendant qui est réel pour lui. D'accord. C'est vrai qu'il faut savoir que, justement, le côté stable que pouvait avoir une tradition, ce phénomène des castes qui a été appliqué juste a duré 4000 ans, et pendant 4000 ans, cette société n'a pas bougé d'un iota. Ils ont gardé les mêmes habits, les mêmes nourritures, les mêmes façons de travailler, et ils étaient au top. Pour en arriver à retourner à cette position, je dirais que c'est impossible. Ce qui est terrible, c'est que la société moderne, en 2 coups de cuillère à peau, elle a détruit tout ça. Voilà. Et alors, à bientôt. Merci. Oui, je disais que la société moderne, en 2 coups de cuillère à peau, elle avait détruit 4000 ans de civilisation en Inde, quoi. Bien sûr, à un moment donné, voilà, c'est la catastrophe qui se manifeste sous la forme de ce qui est appelé civilisation. Je dis bien ce qui est appelé, parce que je le répéterai chaque fois, qu'il s'agit là d'une anomalie. Oui. Ouais, je comprends. Mais comment ça se fait qu'il y a eu une prise comme ça, aussi rapide, et les gens étaient, fascinés quand même pour se jeter comme ça, corps et âme, dans quelque chose qui était complètement dissonant finalement? Parce qu'il a fallu gentiment perdre de vue le point central de ces choses-là, et après, donc, à partir de là, l'illusion peut venir se situer. C'était un peu le cas, j'entends par analogie et non pas par identité. Hein. Ouais. Et par analogie, on va retrouver ça dans l'histoire, en ce qui concerne, par exemple, la fin des rois. On voit la fin des royaumes en France, et le début de la démocratie. Pour que la révolution puisse apparaître, pour laisser place donc à cette démocratie, il a fallu que gentiment le système féodal se dégrade jusqu'au point où il n'a plus de raison d'être. À partir du moment où il n'a plus de raison d'être, il est normal qu'il disparaisse. C'est comme la mort de quelqu'un. À un moment donné, il arrive au bout de sa vie et il disparaît pour laisser place à une génération nouvelle. Ça ne veut pas dire que cette génération est meilleure ou qu'elle est même identique, ça ne veut rien dire tout ça, mais c'est un mouvement qui ne peut pas être évité, ça. Ça fait peut-être partie de l'ordre des choses, donc, finalement. Oui, ça fait partie de l'ordre des choses. Alors, à présent, pour bien comprendre ce que signifient de nouveau les castes, il y a encore un point qui est bien précis, qui est à bien retenir. C'est par exemple, quand on parle des castes, un paysan qui a donc sa nature là, qui est en rapport avec sa caste, il ne pourra jamais devenir prince. Oui. Parce que la caste des kshatriyas, par exemple, en Inde, c'est une caste royale. C'est de là que sortent des personnages comme les rois ou les princes. Le contraire non plus. Un prince ne peut pas devenir... Une caste, le phénomène des castes, il est là pour maintenir, en quelque sorte, cette position, pour l'empêcher de tomber. Parce qu'une caste peut disparaître, mais on peut tomber de sa caste, mais on ne peut pas monter dans une caste. Voilà. Ah d'accord, donc le mouvement inverse est possible. Oui. D'accord, donc un prince, il peut devenir d'un coup, je ne sais pas moi. Il peut chuter. Ça ne veut pas dire qu'il viendra une caste inférieure, ça veut dire qu'il viendra hors caste, en quelque sorte. Ah. Voilà. Okay. Parce qu'une caste, dans l'infériorité et la supériorité en question, n'est pas à considérer sentimentalement, elle est avec c'est une homogénéité psychologique, c'est-à-dire une manière d'aborder qui est bien précise à l'égard de toute chose. S'il tombe de là, il ne tombe pas de là dans une autre façon d'aborder, il tombe dans un chaos.
Et qu'est-ce qui l'aura amené à ça? Bon, alors là, la chute, la descente, la chute cyclique, en quelque sorte. Non, mais voilà. Je veux dire par là, c'est une attitude, c'est quoi? Et ce qui peut arriver, c'est justement, par exemple, dans le cas d'un enfant illégitime, comme je le signalais, la forme d'illégitimité que j'avais indiquée, c'est-à-dire un mariage de castes différents, amène l'enfant en question à devenir quelqu'un qui pouvait être dans une caste ou dans une autre, mais là il sort totalement du jeu. C'est pour ça qu'on maintenait cette position, pour éviter cette chute. D'accord. Voilà, donc c'était des règles qui permettaient encore d'éviter cette chute. Et pour en venir aux paysans, il ne peut pas devenir prince. Chez nous, on va considérer ça aussi. Un paysan ne peut pas et ne pouvait pas et ne peut pas devenir prince, mais il peut devenir pape. Et il peut sacrer l'empereur. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec cet ordre hiérarchique, de ne pas confondre avec ce que l'on entend, nous, dans la hiérarchie occidentale. J'insiste là-dessus, parce que je sais que pour comprendre ça, il faut aller bien au-delà de toutes les idées reçues qu'on a pu avoir. Ah ben là, oui. Mais bien au-delà, je dis bien, dans un sens comme dans un autre. Il ne s'agit pas de les rejeter par révolte, ou pour des raisons diverses. Il s'agit de ne pas prendre ça en considération parce que ça n'a pas lieu d'être pris en considération. Voilà. Et dans les ordres hiérarchiques, dans l'islam, par exemple, chacun a son propre prêtre. Les shérifs sont descendants du prophète et ça forme une noblesse religieuse. Donc cette noblesse, elle se superpose au reste de la société quand même. On est d'accord? Ouais. Elle n'est pas en train d'assumer en quelque sorte une fonction particulière ou exclusive, disons. Ouais. Donc c'est pareil, on va retrouver des castes différentes, ça forme une noblesse dans le sens traditionnel. Oui, ok. Alors disons que le but des castes supérieures, pour en revenir à l'Inde, parce que je parle de l'Inde, c'est pas parce qu'il n'y a que eux qui sont dans cette attitude par rapport aux castes, c'est qu'eux ils ont mis l'accent là-dessus alors qu'ailleurs ça n'a pas nécessairement été fait, mais de toute façon les choses étaient vécues de la même façon. On ne mélangeait pas les castes, etc. Et le rôle des castes supérieures, c'était essentiellement, de maintenir cette perfection primordiale. Il disait bien qu'une caste peut être perdue, mais non gagnée. C'est un maintien héréditaire. Ce maintien héréditaire, il est la clé, justement, du système des castes. Pourquoi c'est si important que ça, tu vois, c'est ça que je comprends. Mais pourquoi ça ne le serait pas, alors, à partir de là, on n'en finit plus, là. Non, mais je veux dire, c'est pour le maintien de la pureté de la race. Pour le maintien... On ne parle pas de race, là, on parle de caste. Oui, d'accord. Bon, alors c'est pour le maintien de... Ce maintien héréditaire, c'est pour ne pas sombrer dans ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les dissonances psychologiques, c'est-à-dire l'impureté qui fait qu'après le personnage, il est ni ceci, ni cela, ni tralala, il perd sa vie à tourner en rond dans des histoires où ça n'a plus rien ça n'a d'humain qu'un pâle reflet, voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi un trait psychologique a tant d'importance que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, franchement, oui, je dois dire qu'un personnage, dans ce qu'on appelle un aspect psychologique, c'est une manière d'appréhender chaque chose. Donc, si on appréhende les choses d'une manière chaotique, on ne comprend plus rien à la réalité, on ne comprend plus rien même à sa propre raison d'être, et puis voilà. Au tout début de la création de ces castes, comment ça s'est formé, quoi, tu vois? Bon, le début, il est avec le début de l'humanité, hein. Il n'y a pas eu un début aux castes après l'humanité. Ce début fait partie, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la nature humaine. Ça. Donc il n'y a pas d'hommes avant les hommes, tu veux dire. Alors ça, c'est dans le principe. Oui. Ben, dans le principe, il y a la création qui est dans son ensemble. La totalité des possibilités sont incluses dans un principe. Donc voilà. Est-ce qu'on retrouve ça dans le règne animal?
Bah, inévitablement. Hein. Alors, même dans le règne végétal et minéral. Ah, donc c'est à tous les niveaux. Ben, bien sûr. Puisque c'est un niveau principiel en soi, ça se répercute inévitablement sur tous les niveaux. Simplement, l'homme, il y a des règles qui lui ont été indiquées, parce que comme il est libre, lui, il peut faire autrement que ce qu'il faut faire. Il peut transgresser les choses. Tandis que dans le monde animal, végétal et minéral, cette transgression ne se fait pas que très accidentellement. Et cet accident, il est là pour montrer au corps déjà que la perfection n'est pas de ce monde et que c'est l'exception qui va confirmer la règle. L'homme, délibérément, grâce au choix qu'il a, c'est-à-dire la liberté qui est donc l'expression même de sa propre nature, il peut, par rapport à ça, transgresser toutes les lois. Je dis pas impunément, mais il peut les transgresser. Est-ce qu'on peut comparer la transgression, par exemple, de la plus haute caste avec la plus basse caste, comme dans le monde animal, comme ce qui pourrait être la transgression, par exemple, entre un zèbre et un chameau? C'est aussi monstrueux? Bon, ça l'est certainement encore plus. Ah bon? Oui. Ah bon? Ça l'est certainement encore plus. Tant que ça? Oui, oui. Ah, c'est incroyable. C'est sûr. C'est vrai que on vit dans une espèce de melting pot. Là, pour nous, ça nous paraît complètement étranger ce que tu nous dis là. Tu vois, ça nous paraît insensé ce que tu nous racontes. Tu vois, parce qu'on est dans ce... Peut-être, mais si on veut comprendre quelque chose à ça, il faut se donner la peine d'étudier par minute, et puis surtout, l'étude consiste surtout à éliminer ces idées reçues qui ont été données là-dessus, qui sont complètement à côté de la question, que ce soit surtout dans notre société. On ne va pas trouver dans une école une explication sur les castes qui tient debout. C'est que des histoires à dormir debout qui ont été faites par des gens qui sont totalement hors du sujet, dans le sens qu'ils n'ont pas justement, ils ne font surtout pas partie d'une caste qui pourrait avoir une connaissance suffisante pour exprimer ça. Et c'est ceux-là qui ont le pouvoir de l'exprimer, à qui on a donné ce pouvoir et de l'exprimer. Ce qui veut dire qu'on donne aux ignorants la possibilité de devenir les professeurs. On donne aux ignorants cette disposition d'enseignants. Oui, oui. Mais alors, je vais te dire une chose. Dans la société moderne actuelle, c'est plutôt une forme de grandeur d'esprit que de pouvoir s'associer avec quelqu'un qui a une culture différente ou qui a un statut social différent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est ça les idées reçues. Ouais. Ça se dit qu'il faut éliminer, qu'il faut faire table rase sur les idées reçues. C'est que c'est ça. Les idées reçues, c'est quoi? C'est la totalité de toutes ces choses-là. C'est toutes les données qui sont venues faire référence, alors que les vraies références ne sont plus, ont disparu de la vision de l'homme. Il a une référence de moraliste ou d'économiste ou tout ce qu'on veut, mais pour l'un, ben voilà, oui, non, mais c'est pas normal que, puis là c'est normal que. Alors ce qu'il trouve normal et ce qu'il trouve pas normal, ou ce que l'on trouve nous normal ou pas normal, c'est pas qu'il faut faire table rase dans le sens que il faut donner libre cours à nos penchants, pas du tout, mais c'est qu'il faut faire table rase pour remplacer ça par des véritables références qui sont en rapport avec une tradition et non pas avec un système. Mais si chacun était resté de son côté, je vais poser la question autrement. Cela veut dire qu'il aurait fallu que chacun reste de son côté et qu'on ne cherche pas à découvrir ce que représentent les autres cultures, les autres manières de vivre. Il faut, tu vois, chacun... Ça n'a rien à voir, parce que les hommes de caste supérieure, pour parler de cette façon-là,
C'est comme ça qu'il faut le dire, j'ai pas d'autres mots à disposition, mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de comprendre ça avec la connotation moderne de ces termes. Oui, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, quand on nous a dit, par exemple, que tel et tel a découvert la Chine, l'autre a découvert l'Amérique, tout ça, c'est du blabla d'historiens et de modernistes, c'est-à-dire que on va dire que c'est justement... Pardon? J'ai dit, c'est un montage. Oui, je veux dire, c'est pas un montage sur le plan d'une volonté de faire un montage, c'est que c'est qui a découvert quoi. Parce qu'il y a longtemps, avant que on dira que Christophe Colomb ait découvert l'Amérique, qu'il y avait des échanges avec ces peuples indiens, ou qu'il y a eu des échanges en Chine avec du monde occidental, bien avant que je sais pas qui aille là-bas découvrir la Chine. Ça, faut pas faire faut virer tout ça de nouveau. Donc, il y a longtemps qu'il y a eu des échanges entre des rois, entre des castes supérieures, mais simplement, ces choses-là n'ont pas été, ça n'a pas été mis en place sur un bouquin avec un drapeau et une fanfare. Des personnages étaient de même caste, mais ils n'étaient pas nécessairement de même race. Oui. On peut être d'une même caste sans être de la même race. Les personnages de même caste qui ne sont pas de la même race, on préserve le génie de cette race en évitant justement de faire des mariages qui, eux, vont à l'encontre du génie de la race. Mais c'est évidemment, comme position, ça n'a pas la même dimension que des transgressions sur le plan des castes. On peut se côtoyer, mais on ne doit pas consommer la transgression, quoi, voilà. Ben, il n'a jamais été question de transgression avec ces gens-là. Ouais. Des gens qui sont de même caste et qui sont dans leur histoire, des hommes de tradition. C'est comme les Templiers qui allaient dans les pays arabes, et ils venaient pas là-bas, les vrais, ils venaient pas là-bas pour tuer des gens et couper des têtes. Ils pouvaient très bien s'incliner devant le noble roi du coin, ou inversement. Ils n'avaient pas... Ça n'a aucune commune mesure avec des histoires où il y en a un qui veut ça, puis l'autre qui ne veut pas lui donner. Ça n'a strictement rien à voir. Je dis de nouveau, je répète, pour virer totalement toutes les idées reçues. Ouais. Je ne peux pas en dire plus. Okay. Parce qu'autrement, si on veut les étaler, ces idées reçues, on n'en aura pas assez de 100 lignes. Ouais. On peut faire 1 million de constats, on sera encore pas au bout. Donc il faut faire table rase totalement pour reprendre la chose à zéro, pour revoir ça, reprendre des références réelles qui sont eux et qui sont elles dans la tradition, pour comprendre vraiment, autrement ça ne peut pas faire. On aura compris. Ben écoute, je te remercie bien. Mais c'est toujours avec plaisir. Et puis à bientôt. Oui. Allez, au revoir. Bon.